Nous voilà de retour en direct sur Facebook, essentiellement. Donc, ce soir, le focus est consacré à une page culturelle. On va parler politique culturelle, on va parler actions et initiatives culturelles privées. Mais on va commencer tout de suite avec notre revue de presse, avec quelques actualités locales et nationales qu'on va pouvoir commenter avec nos invités que je vais vous présenter dans un moment. Donc, notre première coupure de presse. Notre première coupure de presse. Notre première coupure de presse, donc normalement, voilà. Notre première coupure de presse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Jean-François Carinco à Guadeloupe Première donc nous dit je suis là pour discuter et construire avec les Guadeloupéens. Donc monsieur l'ancien préfet de Guadeloupe, Jean-François Carinco, est actuellement donc ministre délégué aux Outre-mer. Et donc, il a donc annoncé qu'il avait l'ambition, en tout cas, de travailler avec les Guadeloupéens sur les dossiers prioritaires. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que M. Brédan a quelque chose à dire sur le sujet? Mais je dirais tout d'abord que Jean-François Carinco, effectivement, n'est pas un inconnu des Outre-mer. Et il connaît donc bien ces régions pour avoir été préfet. Donc il a une certaine expérience, une connaissance de la matière, connaissance des femmes et des hommes et des Outre-mer. Et donc c'est incontestablement un atout pour réussir bien sa mission. Cela dit, nous déplorons bien évidemment que son ministère soit rattaché au ministère de l'Intérieur, ce qui, de notre point de vue, n'est pas forcément un bon signal, surtout eu égard à l'actualité récente, et qui a vu que, au fond, le dialogue n'était pas forcément la voie privilégiée. Et qu'on était plutôt effectivement un peu dans des positions un petit peu beaucoup plus répressives, de sorte que voilà, on attend de voir. Mais l'homme a du charisme, l'homme a du savoir-faire, et je ne doute pas qu'il saura effectivement utiliser avec beaucoup de talent et beaucoup de doigté la mission qui lui a été confiée. Alors on espère en tout cas que ce sera l'homme de la situation, parce qu'il a quand même prouvé pendant son mandat en tant que préfet qu'il était favorable en tout cas à la culture, etc. Donc il était quand même, on va dire, un des préfets les plus amènes, je dirais, envers la population guadeloupéenne. Donc on espère qu'il fera le trait d'union avec ce ministère de l'Intérieur qui n'est pas en odeur de sainteté, en tout cas en Guadeloupe. Notre deuxième actualité. Deuxième coupure de presse, encore de Guadeloupe Première, la population agricole est vieillissante en Guadeloupe. Donc, information intéressante, notamment parce que nous avions échangé dans le cadre d'une autre émission avec M. Nelson, qui produit du café, un café de grande qualité d'ailleurs en Guadeloupe, et qui justement se plaignait du fait de ne pas avoir de relève. Voilà, et qui espérait en tout cas que certains jeunes guadeloupéens se remettraient, auraient des ambitions en tout cas de s'adonner à l'agriculture. Troisième coupure de presse. Le Covid en Guadeloupe, enfin, il semblerait que l'épidémie se stabilise. Donc voilà, il fallait quand même le souligner en sachant que nous avons eu 2 années extrêmement difficiles avec cette crise. Donc on espère que ça ira justement en s'amenuisant et qu'on n'entendra plus parler du Covid dans quelques temps, en tout cas. Ok, actualité suivante. Et cette fois avec La Vie. Donc, il parle justement du dossier de l'eau. Le manque d'eau dégrade des conditions de vie déjà mauvaises. Un quart des Guadeloupéens subissent régulièrement des coupures d'accès à l'eau. Donc, on en parle en juillet 2022 dans l'Hexagone. Je ne vais pas demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez de l'eau? On a coupé l'eau chez moi il y a 3 jours, donc je me sens très concernée par cela. Et j'habite Pointe-Noire, qui est pour le coup une commune qui n'a pas beaucoup de soucis à ce niveau, donc j'imagine vraiment les communes qui sont réellement touchées. Mais ayant habité au Gosier
les 2 ans avant ça, je peux dire que oui, il faut en parler, il faut que ça change rapidement, parce qu'en plus de ça, j'ai quand même un niveau de vie assez convenable, et c'est tout de même très compliqué pour moi, donc j'imagine même pas les personnes qui sont vraiment défavorisées. Oui, tout à fait. Alors, prochaine coupure de presse, on va un peu plus vite. Donc là, on va en Martinique avec l'herbe à pic. Alors, on sait, l'herbe à pic est l'herbe superstar depuis quelque temps avec le Covid. Donc, on l'a célébré en Martinique. Voilà, il fallait le souligner par le Parisien. Coupure de presse suivante. Alors là, on va dans un autre domaine. Coupure de presse suivante. Donc là, on parle de la plus grosse bactérie du monde, découverte en Guadeloupe dans la mangrove. Il faut dire qu'elle est tellement grosse qu'on peut la saisir avec une pince à épiler, c'est dire à quel point elle est gargantuesque, parce qu'une bactérie, en général, ça ne se voit pas. Donc voilà, ça se passe en Guadeloupe et il faut quand même le souligner. Ensuite, enfin, 2 dernières actus. Prochaine avec Reporter, le tourisme vert écolo n'existe pas. Et il fallait quand même le dire également. Le tourisme vert n'existe pas. Pourquoi ? Parce que amener massivement des personnes dans un lieu naturel, ça revient effectivement à le dégrader. Donc, tourisme et écologie ne sont a priori pas compatibles. Enfin, dernière actualité. Voilà, la première du film documentaire de Guy Gabon, produit par Christine Bénénus, sera... je vous donne bien l'information. Donc, nous suivons les derniers paysans des terres de Guampo, descendants de Siméon René, grand paysan guadeloupéen précurseur de Pierre Rabhi, ayant marqué durablement l'agriculture en Guadeloupe. Aujourd'hui, Siméon n'est plus. Que reste-t-il de ses combats et de ses rêves dans cette nouvelle génération ? Voilà, donc ce sera ce week-end, samedi 16. On vous donnera les informations sur Facebook. Voilà, donc on a fait le tour d'une petite actualité, des choses intéressantes, de quoi réfléchir. Alors, nous allons ouvrir notre page culturelle avec Monsieur Georges Brédan, donc de Cap Excellence, qui a je suppose co-signé le communiqué de presse du maire. Donc la réponse de Cap Excellence. Donc on va voir ce communiqué de presse et on va en discuter avec Monsieur Brédan. Le Centre des Arts est pourquoi pas une occupation temporaire conventionnée. Donc on sait que le Centre des Arts est occupé depuis 1 an maintenant. Voilà, suite à, on va dire, une initiative de l'ANG, donc qui a investi les lieux, puis se sont agrégés différents artistes qui ont, on va dire, investi le lieu. Voilà, avec des activités, des ateliers, des fresques, des expositions, des manifestations diverses. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà, Monsieur Brédan, de qu'est-ce que pense Cap Excellence justement de cet investissement, de cette occupation? Bon, il y a Cap Excellence, il y a la ville de Pointe-à-Pitre par ailleurs, qui est elle-même intégrée dans Cap Excellence, bien évidemment. À titre personnel, j'ai dit que l'occupation du Centre des Arts, dans le premier temps, avait été une sorte d'électrochoc, qui avait été une sorte de sonnette d'alarme qui avait été tirée par des artistes qui estimaient que c'était trop et qu'on ne pouvait pas laisser un si bel écrin mourir comme cela dans les différences générales, alors que les artistes avaient eux-mêmes de grands besoins de lieux d'expression, aussi bien pour la création, aussi bien que pour la diffusion. Donc, c'était, je crois, bien qu'elle était une démarche totalement informelle et inédite, elle a été plutôt bien accueillie dans le microcosme politique. Maintenant, c'est vrai que c'est une occupation qui dure. Et ce qui dure, bien évidemment, pose problème aussi, puisque nous ne sommes pas dans la légalité. Et il faut penser que des décideurs publics ont des responsabilités qui peuvent aller jusqu'à des responsabilités pénales. Donc, ils sont obligés, bien sûr, ils ne peuvent pas s'en laver les mains tout simplement, et puis faire comme Ponce Pilate, et puis dire, bon, moi, je ne suis pas au courant, si toutefois il arrive malheur, et quand on dit en créole, je vous m'allais pas ni klaxon. Donc, il faut aussi qu'ils mettent le parapluie. Et alors, l'idée, c'est puisque nous sommes dans une situation un peu sui generis, comme disent les juristes, c'est-à-dire une situation qui n'existe pas, qui n'a jamais existé,
L'idée, c'est de dire, bon, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas des choses qui se passent, y compris de belles choses. Hein. Il y a des créations, une grande créativité qui se manifeste dans ces lieux-là. En même temps, il y a quand même aussi des risques. Il y a des risques de ce que, bon, tout un accident peut arriver à tout moment. Il y a des consommations d'eau, d'électricité, etc. Donc, il faut trouver donc une sorte de code mal taillé. Et c'est un petit peu la philosophie du communiqué. C'est l'idée du communiqué qui consistait à dire, au fond, essayons de conventionner quelque chose qui est, entre guillemets, illégal. C'est-à-dire, c'est une occupation sans droit ni titre, concrètement. Et généralement, quand vous avez quelqu'un qui occupe votre maison et qui n'a pas de titre, eh bien, vous appelez, vous faites une procédure pour l'expulser. C'est ça, la voie classique. Et ensuite, si elle résiste, vous appelez les forces, vous demandez la force publique pour l'expulser, manu militari. Mais n'étant pas dans ce cas-là, hein, puisque je l'ai dit, il faut trouver une sorte de voie médiane qu'il faut inventer. Et c'est un petit peu ça l'esprit du communiqué, d'essayer de trouver un passage pour faire en sorte que bien, la créativité ne sera pas pénalisée, tout en quand même faisant en sorte que bien, les pouvoirs publics puissent sécuriser quand même voilà, les lieux et puis qu'on puisse encadrer l'occupation. Entre guillemets, vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez inventif et on est presque le domaine de l'art dans une certaine mesure puisque le droit finalement se fait inventif et créatif en l'occurrence. Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos de ce communiqué. Mais ce qu'il faut in fine retenir, c'est qu'il faut vite sortir de cette situation. Et pour vite sortir de cette situation, il faut aller vers justement la validation du projet. Bon, ça y est, elle a été faite du Conseil communautaire du 8 juillet. Maintenant, aller vers les financeurs potentiels, hein, puisqu'il y a plein de financements qui a été validé, et faire en sorte de les convaincre pour commencer les travaux début 2023 et aller vers une vraie livraison au moins d'une tranche du Centre des Arts pour les artistes, pour la création et pour la diffusion. Alors, est-ce que donc le programme qui a été validé justement en commission, est-ce qu'il a été concerté justement avec les artistes qui sont sur place? Est-ce qu'ils ont suggéré des choses? Est-ce qu'ils ont apporté des idées? Oui, alors il y a eu un énorme mouvement de concertation, un grand moment, plusieurs moments même, plusieurs temps de concertation avec les artistes qui sont sur place et avec d'autres aussi, hein, puisqu'il y a des artistes qui ne sont pas occupants mais qui sont aussi artistes et qu'il fallait aussi consulter. Bon, comme toujours, hein, quand vous êtes en phase de concertation, vous ne retenez pas tout ce qu'on vous propose. Il y a une synthèse à faire à un moment donné. On retient certaines choses, on ne retient pas d'autres. Donc forcément, il y aura quelques mécontentements de ce fait. Mais l'esprit, c'est bien effectivement un projet qui a été repensé en concertation et qui intègre notamment effectivement une notion de tiers-lieu qui avait été justement une demande des artistes dits en résistance, mais aussi d'autres artistes. Donc on peut dire que logiquement nous avons été dans une forme de co-construction. Donc en fait, on va dire que Cap Excellence, vous l'avez de Pointe-à-Pitre, se positionne en tout cas dans la concertation avec les artistes occupants, mais veut apporter une réponse à tous les artistes de Guadeloupe, c'est-à-dire tous les artistes, tous ceux qui seraient concernés en tout cas par une utilisation du lieu. Absolument, absolument. Il ne s'agit pas de donner une sorte de super prime quoi, aux occupants, même si effectivement ils font un travail remarquable du point de vue de la créativité, et parce qu'ils ont aussi tiré la sonnette d'alarme. Mais il y a d'autres artistes qui sont là et qu'il ne s'agit pas non plus de pénaliser, si j'ose dire. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors de la... Comment dire on parle beaucoup de politique culturelle du coup depuis quelque temps. Ça a été un peu on va dire l'idée force du mouvement d'occupation, de dire qu'il n'y a pas de politique culturelle en Guadeloupe. Est-ce qu'on pourrait en tout cas se dire qu'il y a, selon moi en tout cas, une problématique de définition d'une politique culturelle qui se fait bien souvent à des niveaux, je veux dire, au niveau des collectivités, par exemple, des mairies, etc., mais qui devrait peut-être se penser au niveau territorial? Oui, alors, l'un des gros problèmes de la Guadeloupe, et des régions comme la Guadeloupe, ça vaut pour la Martinique aussi, des collectivités de ce type-là, c'est que
nous sommes sur un territoire bien déterminé, bien identifié. Il y a une histoire, et il y a bien sûr déterminé par rapport à sa géographie, mais il y a un véritable saucissonnage en quelque sorte des centres de décision en ce qui concerne la politique culturelle, puisque c'est une compétence partagée. C'est-à-dire aucune collectivité sur ce territoire n'a l'exclusivité de la politique culturelle. De telle sorte qu'une commune veut construire une salle sur son territoire communal, elle le peut, personne ne peut l'en empêcher, et ainsi de suite. Alors qu'il faut effectivement un vrai schéma des équipements culturels en Guadeloupe, c'est-à-dire un schéma qui intègre de vrais besoins. Lesquels besoins sont l'émanation des acteurs culturels, c'est-à-dire qu'il faut remonter ces besoins-là. Pourquoi pas une salle de théâtre dédiée pour le théâtre, une salle dédiée à la danse, une salle pour l'expression musicale, etc. Une salle ayant une certaine jauge pour pouvoir accueillir de grands spectacles, tout en sachant que justement on ne peut pas les multiplier en Guadeloupe parce qu'il faut aussi encore rentabiliser la salle. Donc il faut un vrai schéma des équipements culturels et qui intègre donc bien sûr la notion de diffusion, qui intègre aussi la notion de création et la notion de formation des artistes. Mais aujourd'hui, comme à l'échelle de la commune, à l'échelle du département, à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de la région, on peut prendre des initiatives. Ça peut donner effectivement des initiatives qui sont prises et qui ne sont pas forcément concordantes, qui ne sont pas vraiment forcément cohérentes. D'où la nécessité pour les décideurs publics aujourd'hui d'essayer de se concerter pour aller vers une vraie territorialisation des politiques culturelles. Et au niveau de Cap Excellence précisément, en repensant le Centre des Arts, le nouveau Centre des Arts, on intègre le fait qu'il y a sur ce territoire la salle Proto, il y a Sonis, il y a bientôt la Renaissance qui est bientôt le privé, il y a le MACT, il y a le Centre Manuel Albon Rézé. Bref, il y a un certain nombre de salles de taille bien sûr différentes, mais qui doivent répondre à des besoins différents aussi. Mais il faut, quand on conçoit un équipement, intégrer ça et penser en termes de territoire, pour qu'il n'y ait pas de doublon et pour qu'il n'y ait pas non plus, je dirais, de déficit, quoi. C'est-à-dire on double certains trucs, certains équipements qui voilà, on les double ou on les triple, alors que d'autres fois, on n'en a pas du tout dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Voilà, donc moi je pense que c'est surtout ce qui nous a fait défaut aujourd'hui. Alors, la manière, il faudrait, comme pour le SAR, le schéma d'aménagement régional, dire que telle zone sera consacrée plutôt au tourisme, telle zone sera consacrée à l'agriculture, telle zone sera consacrée plutôt aux activités liées à la pêche ou je ne sais trop, eh bien, voilà, l'économie bleue, bon, bref. Mais il faut un zonage pour développer les activités. Et ainsi, vous aurez quand même des politiques beaucoup plus cohérentes. Voilà, parce qu'effectivement, il y a quelques années déjà, on parlait de dépenses dispendieuses quand on évoquait le Memorial Act. Ouais. Maintenant, je pense qu'avec le Centre des Arts, qui est quand même, qui est encore à ce jour, même si elle n'est pas, on va dire, opérationnelle, la plus grande salle, la plus grande jauge de Guadeloupe. Donc, 1200 places. Voilà, donc c'est quand même, ce serait quand même dommage de ne pas, de ne pas redonner vie en fait à ce lieu. Et effectivement, créer une articulation même des programmations culturelles ou des projets sur le territoire guadeloupéen. Et je sais qu'on a du mal à le faire. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je pense que la loi est ainsi faite qu'elle n'a pas donné de compétence exclusive à une collectivité et qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre. Il faut bien noter cela. Rien n'oblige une commune à écouter ce que lui dira la région. Le conseil régional peut lui dire je ne souhaite pas que vous construisiez une salle sur votre territoire communal pour telle raison. Mais le conseil régional n'a aucune autorité sur la commune pour l'empêcher de le faire. Le seul moyen de l'en empêcher, c'est de ne pas participer à son plan de financement. Ce qui est effectivement un moyen quand même assez persuasif. Mais surtout dans le contexte que nous connaissons. Mais il faut de toute façon qu'il y ait une concertation à l'échelle du pays, du territoire de la Guadeloupe,
pour vraiment qu'on définisse une vision. Alors, est-ce que c'est à l'occasion d'un symposium sur la culture, enfin, une grande manifestation, sans tomber dans la grande messe où, bien sûr, chacun vient déblatérer, il vient dire ses affaires, et puis après, il n'en reste rien. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de très profond, mais qui débouche sur des résolutions. Lesquelles résolutions ont vocation à passer dans la vie à travers des budgets, à travers des choses comme cela, et des décisions. Effectivement, c'est ce qu'on reproche en général aux États généraux successifs, c'est qu'il n'y a pas d'action, en tout cas de concrétisation des échanges. Alors, j'ose quand même une question, deux questions même sur le programme, je ne sais pas quand il sera dévoilé, mais est-ce qu'il y a déjà un projet, peut-être un bureau pour le bureau d'export ? On a beaucoup parlé de ça, d'un bureau d'export de l'art, des artistes, du travail des artistes guadeloupéens. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, c'était une salle d'exposition. Parce que souvent, on parle d'une salle d'exposition, même le fait de pouvoir accueillir d'autres artistes, plasticiens de l'étranger, c'est assez compliqué de le faire en Guadeloupe parce que finalement, nous n'avons pas de salle qui soit réellement adaptée et qui ne soit pas, dans un lieu, qui ne soit pas en tout cas dédié réellement à l'art contemporain. Oui, alors effectivement, il y a des disciplines artistiques qui ont des exigences. J'ai parlé tout à l'heure du théâtre, j'ai parlé de la danse, et ainsi en va-t-il aussi pour l'art contemporain, les expositions, les lieux de monstration de l'art. On ne peut pas exposer n'importe où. Effectivement, il y a des contraintes à la fois de recul, il y a des contraintes de volume, il y a des exigences de volume, il y a des exigences aussi en termes de hauteur, de plafond, d'éclairage, etc. On le sait très bien. Donc, pour que l'art contemporain puisse, et les artistes, les plasticiens qui pratiquent cet art-là, puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, et peut-être même en vivre, puisqu'ils ont aussi vocation à en vivre, eh bien, il faut des lieux d'expression adaptés. Le MACT en a un à travers sa salle d'exposition temporaire, qui est une belle salle, 700 mètres carrés. Mais cela n'est pas suffisant et on avait beaucoup parlé de créer un centre d'art contemporain, on en parle toujours, qui devrait justement permettre à la fois la monstration, permettre aussi d'accueillir des artistes en résidence pour la création et permettre même de la vente pour les gens qui voudraient rencontrer des œuvres d'art. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, sur laquelle il faut insister, il faut conforter cette idée-là. Mais en attendant qu'il y ait un centre d'art contemporain véritablement dédié, il y a des lieux qui doivent être pensés aussi pour cela. Alors, le centre, le nouveau projet de la Renaissance, qui est un projet privé, même si effectivement la façade est une façade qui sera construite par Cap Excellence, mais c'est un projet privé, il prévoit le projet lauréat, un lieu, un hall d'exposition pour l'art contemporain. Le nouveau projet du Centre des Arts aussi a prévu aussi un hall d'exposition qui sera un lieu de démonstration d'art contemporain. Donc cela fera quand même 2 lieux, à mon avis, dédiés à l'art contemporain et qui, s'il s'ajoute au fameux centre de l'art contemporain qui, lui, n'aura pas une seule vocation de montrer, mais aussi d'accueillir en résidence et aussi de favoriser le travail sur les réparations, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être créés à partir justement de l'art contemporain. Le thème technique m'échappe en ce moment, mais arriver à travailler sur des tableaux, les conservateurs. Voilà, il y a tout un travail qui peut être fait et beaucoup d'intermédiaires qui peuvent travailler. On peut créer des emplois à travers ce genre d'expression artistique. Donc, on peut dire que l'art contemporain, logiquement, dans les 5-6 années à venir, devrait quand même trouver son compte de notre point de vue. Sans compter, bien sûr, les lieux privés de monstration, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises et qui sont, je dirais, tout à fait pertinentes pour montrer l'art contemporain, qui ont vocation à accueillir des artistes, avec des va-et-vient, à faire tourner des œuvres, les montrer à des publics divers, y compris des touristes.
des publics de tourisme de séjour ou de croisière. Bref, il y aura matière, de mon point de vue, à faire évoluer cette discipline-là. Et à l'export, puisque la question a été posée, aussi, il faut arriver à pouvoir faire en sorte que nos artistes puissent s'exporter dans le domaine, bien sûr, l'art contemporain. Bon, c'était un peu l'esprit, d'ailleurs, de Éclat d'île que la région Guadeloupe avait lancé lors de la dernière mandature, et qui était un bon produit, au point même que certains ont été détectés pour aller ensuite à la Biennale de Venise. Mais il y a d'autres manières aussi de faire donner à voir les artistes de Guadeloupe et dans la Caraïbe et en France et dans le monde, hein, parce que l'artiste a vocation aussi à aller se montrer et aller vers des publics plus variés, plus divers et finalement plus larges, hein, puisque là aussi, il faut qu'ils rencontrent le public et qu'il puisse ainsi y avoir un véritable rendez-vous, un véritable dialogue entre l'artiste et le public. Tout à fait, parce que tous ces projets, en tout cas, ont pour ambition aussi de permettre aux artistes guadeloupéens de vivre de leur art. Et on rappelle qu'on ne vit pas de son art que chez soi. Non. Un artiste doit exporter son travail, rencontrer le monde, hein, c'est la vocation de l'art, justement. Et donc, quand on parle justement d'initiatives privées, on a sur le plateau donc Samadi Garrison du Green Hostel et 2 artistes en résidence, donc Mixi et Ella, qu'on va présenter, et on va regarder justement rapidement un petit film qui va nous montrer justement les artistes en résidence actuellement. Smoke my back, smoke my. Voilà, c'était une présentation justement du Green Hostel et de l'inauguration qui aura lieu demain, de 16h à 22h. Donc le Green Hostel, Samadi, parle-nous donc du Green Hostel. Le Green Hostel, auberge éco-responsable créée par Xavier Samba avec l'aide de la région et l'EPF, et qui petit à petit est également devenu quelque part un centre culturel grâce aux artistes qui ont immédiatement été séduits par le lieu et surtout par l'underground du coup. Un espace de 320 mètres carrés, du coup dédié à la création pendant les 11 prochaines semaines avec 18 artistes. Et le Green Hostel, sinon, au-delà de la résidence artistique, qui est une auberge qui tient actuellement 47 personnes à la nuit
et qui a donc un magnifique rooftop dont on est vraiment fan, et vous pourrez venir du coup visiter tout ça demain de 16h à 22h. Donc le rooftop, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Enfin, un jardin niché sur les toits de l'immeuble. Voilà. Donc c'est très à la mode les rooftops. On ne connaît pas trop ça en Guadeloupe, mais c'est très répandu à New York, par exemple. Donc effectivement, très beau jardin partagé avec un restaurant, avec les chambres, etc. à l'étage. Donc sur le toit du Green Hostel. Donc alors, il faudrait rappeler quand même comment le Green Hostel est né, puisque c'est aussi l'initiative d'un projet. Puisque Xavier est porteur justement de ce projet qui est éco-responsable. Donc comment est-ce que le Green Hostel est né? Il est né dans la tête d'un jeune voyageur parti d'abord des Antilles pour aller faire ses études, et qui donc, Xavier aime beaucoup bouger, Xavier aime beaucoup faire des rencontres. Et donc, pendant qu'il faisait ses études à Paris, il a fait plusieurs villes, et il a vu un système, effectivement, qu'on connaît beaucoup moins dans la Caraïbe, qui sont donc des auberges de jeunesse, et qui permettent, alors pas seulement alors jeunes pour nous, c'est vraiment dans l'âme, mais bon, c'est le terme qui est employé, mais... Il faut savoir qu'on est adolescent jusqu'à 25 ans. Hein. Officiellement, ce que disent les statistiques, on est jeune, on est ado jusqu'à 25 ans. Et je pense qu'on se sent encore ado passé la quarantaine de nos jours, n'est-ce pas? Donc vraiment, auberge de jeunesse, c'est le terme qu'on emploie, mais en réalité, du coup, c'est un hostel. Et hostel, ça veut juste dire voyager moins cher, dans des conditions qui sont tout de même très agréables au Green Hostel, n'est-ce pas? Et donc, il a eu cette idée, et je pense que c'était important pour lui aussi de mener un projet sur son île. Et donc, il est rentré, et il nous a offert ce très beau projet. Voilà, donc le Green Hostel ouvre sa première session de résidence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une résidence d'artiste? C'est un moment dédié, en fait, aux artistes qui, en création, pour l'écriture, ça se fait pour les écrivains, pour les danseurs, les chorégraphes, quelles que soient les formes d'art, la photographie, peu importe. Donc il y a des lieux nous avons déjà des lieux de résidence institutionnels en Guadeloupe, comme l'habitation La Ramée, par exemple, qui dépend du département. Mais il y a énormément de lieux privés partout dans le monde qui proposent justement des résidences. Donc ce serait, on va dire, le premier lieu privé qui propose des résidences en Guadeloupe. Je ne vais pas m'aventurer. Cependant, alors c'est vrai qu'il y a une petite nuance sur donc ce qu'on a choisi d'appeler Concrete Guadeloupe. Concrete parce que du coup, on est dans 320 mètres carrés de béton, de concret. Mais j'aimais aussi le jeu de mots un peu, parce qu'il y a des artistes qui se sentent parfois pas légitimes. Et donc, ça sert aussi à ce qu'ils sentent bien que leur art est très concret. La petite nuance est faite sur, du coup, c'est une résidence artistique. C'est une résidence d'artistes et une résidence artistique. Donc, la définition que tu as donnée tout à l'heure, c'est plus une résidence d'artistes. Donc, voilà, on vous donne un lieu où vous pouvez créer librement pendant un certain temps. Et là, il y a également un côté résidence artistique, puisque même si, je le répète souvent, je ne vais pas leur apprendre à dessiner et peindre. Je les ai choisis parce qu'ils savent déjà faire ça, justement. Mais par contre, ça sert à les mettre dans des situations, de les faire sortir de leur zone de confort, de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer des professionnels de l'art. Parce qu'en Guadeloupe, malheureusement, il n'y a pas vraiment une communauté qui soutient les artistes dans ce sens, à savoir, est-ce qu'on a des agents, qu'est-ce qu'un commissaire d'art, comment est-ce qu'on calcule notre cote, comment est-ce qu'on met des prix sur nos œuvres. Donc, je pense que quelque part, c'est aussi pour leur apprendre à se valoriser, à se revaloriser pour ceux qui en ont besoin. Et puis aussi, être ensemble à 18 dans une pièce pendant 11 semaines, je pense que ça change qui on est en tant qu'artiste. Et donc, c'est aussi à ça que servait Concrete Guadeloupe, au Green Hostel. Alors, on se tourne vers deux des artistes qui sont en résidence. Je dois donner le nom de tous les artistes en résidence. On a Lo, Griff, Steve Vérin, Luigi, Ella, Mixi,
Dilenian, Maison Club, Priscilla Sambo, Aurélie Selani, Elkenza Clotilde, RNDA, Yesh, Florence Lombardo, Mélie Mello, Hugo Territorial, Cloud K et Reed Van Rennes. Donc, sur le plateau ce soir, on a Ella et Mixi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cette résidence? Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes en résidence artistique? Ça va faire 6 jours, une semaine presque, Ouais. mais ressenti un mois, parce que c'est tellement intense que finalement, Donc alors, quel est le projet, quel est votre projet? Quels sont vos projets en tout cas pour ces 11 semaines de travail, de rencontres, d'introspection, de recherche quelque part? Vas-y. Créer, rencontrer, échanger. La découverte aussi, Ouais, je dirais. c'est ça. Se dépasser, sortir de notre zone de confort, comme l'a dit Sam. Voilà. C'est vrai que très souvent dans les résidences artistiques, alors il va y avoir un thème ou une direction et on va demander dès le départ aux artistes de présenter leur projet. Mhm. Qu'est-ce que tu comptes créer? Parce qu'au final, c'est un peu ça la question. Mais justement, je voulais une contre-indication de ça. Je voulais qu'ils ne me disent pas. Alors, par contre, ils peuvent communiquer avec moi absolument sur ce qu'ils souhaitent faire. Mais je pense que même pour eux, ça va être une surprise au final. Je pense qu'on arrive souvent en plus avec un projet. Donc, il y a une artiste spécifiquement qui m'a dit « Je sais exactement ce que je vais faire. » Et puis hier, elle m'a dit « Je sais que je ne vais plus du tout faire ça. » 6 jours plus tard, n'est-ce pas? Donc c'est aussi à ça que sert cette résidence. Donc après, bon, je vous laisse en dire un peu plus. Mais je pense qu'elles sont arrivées, spécifiquement les deux d'ailleurs, avec des petites idées en tête. Et que là, très vite, elles commencent à avoir de toutes nouvelles idées sur ce qu'elles souhaitent créer pour les 11 prochaines semaines. Alors, mais donc avant cette résidence, est-ce que vous aviez déjà exposé? Comment ça se passait avant la résidence? Pour le coup, moi, c'est vraiment un saut Donc dans le vide. c'est Ella. Ella. Ouais. Et non, je n'avais jamais exposé, je m'étais jamais, comment dire, retrouvée dans un environnement pareil. Et c'est une toute première à tous les niveaux. Ouais. C'est la découverte, quoi. Ma découverte. Donc depuis combien de temps est-ce que vous peignez? Ça fait 20 ans que je dessine et ça fait 4 ans que je peins l'acrylique. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut, En alors on cachette. peut voir peut-être déjà le tableau Oui. qui est sur le Que j'ai plateau, ramené. donc qui est une œuvre d'Ella, C'est ça. c'est ça? Que j'avais créé du coup avant la résidence et qui découle de ces derniers mois de recherche personnelle et qui parle de moi. Voilà, c'est une ode à ma passion, on va dire. Voilà. Donc là on voit un cœur, C'est ça. Ce un serait- cœur humain. Oui, tout à fait. Qui est du coup central et qui représente la vie, ma passion et tout ce qu'on pourrait y voir en fait autour de ça. D'accord. Et Mixi. Alors avant le Green Hostel. Est-ce que j'avais déjà Mhm. exposé? J'ai fait une exposition, moi, à Paris. Une exposition avec un autre artiste. Mais sinon, après, c'est une première. Je n'ai jamais fait de résidence. C'est une première pour moi. Je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour y participer. Donc comment ça s'est passé déjà pour le choix des artistes? Est-ce qu'ils ont envoyé un dossier? Ils ont envoyé un CV? Comment ça se passe? J'ai essayé de garder ça simple. Mais donc, du coup, effectivement, on a une phase de candidature assez rapide parce qu'il était très important pour moi que ça se fasse cet été. Mais effectivement, on se rappelle aussi que le Green Hostel n'est pas officiellement ouvert. Donc, il y avait un petit jeu de timing à faire. Et donc, ils devaient simplement envoyer, simplement on s'entend, leur bio, un portfolio et la raison pour laquelle ils souhaitent participer à la résidence. Et donc, sur à peu près, pas à peu près, ça y est, j'ai compté 92 personnes qui se sont présentées. Il a fallu en choisir 17 parce qu'il y avait une personne que j'avais choisie d'office.
Et donc, il fallait en choisir 17 et ça n'a pas été simple. J'ai d'ailleurs eu l'aide de Travel Art Caraïbes qui m'a aidé à sélectionner 3 des artistes et donc on en parlera un peu plus plus tard. Alors, Georges, Oui. Brédan, qu'est-ce que vous pensez justement de ce projet, de cette initiative? En tout cas, qui a déjà pris corps et qui a déjà proposé pas mal de choses, en tout cas, à Pointe-à-Pitre. J'ai pour habitude de dire que le privé doit prendre toute sa place et toute sa part dans l'art, dans les initiatives en matière de création, de lieux de création, donc de lieux de résidence, mais également de lieux de diffusion de la culture et même de lieux de formation. Il ne doit pas suppléer à l'initiative, au service public en quelque sorte, mais il peut largement l'accompagner et le compléter. Il y a des domaines d'ailleurs dans lesquels le privé a occupé le champ par défaillance justement du service public. C'est le domaine notamment le domaine de la musique pour une bonne part. Il y a eu beaucoup d'initiatives de prise, il y a beaucoup d'écoles privées qui ont été sur le territoire notamment de l'agglomération pointoise qui se sont créées parce qu'il n'y avait pas d'offre suffisante en matière de service public. Et au moment où justement on a parlé d'aller vers la création d'une école régional de musique et de danse ou d'un conservatoire régional, eh bien, on a été obligé de faire l'inventaire et de constater qu'il y avait un certain nombre d'initiatives privées qui avaient été prises et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ces initiatives privées parce qu'elles avaient fait un vrai travail. Alors, dans leur domaine qui est celui de l'art contemporain, et c'est pareil, non pas qu'on va déléguer au privé le soin de faire à la place du public, mais il faut tenir compte de ce que le privé existe, que ce privé soit là et a pris des initiatives pour, dans une certaine mesure, aussi l'accompagner quand cela est nécessaire, puisqu'il rejoint aussi un rôle, dans une certaine mesure, un rôle aussi de service public. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut pas dire aussi que multiplier ces propositions, notamment en termes de résidence, parce que on sait que les artistes souvent se plaignent du fait que soit ils vont dire que c'est toujours les mêmes qui sont, mais on sait que voilà, avoir une résidence ou même un spectacle qui soit programmé dans une salle requiert aussi de pouvoir écrire un dossier, écrire sur son travail, ce que tout le monde n'est pas en capacité de faire, même aller chercher des financements demande, on va dire, une certaine aisance aussi, un savoir-faire pour envoyer des dossiers, et ça c'est le cas en Guadeloupe, mais c'est le cas partout. Donc finalement, cette résidence, elle peut venir complémenter justement la proposition institutionnelle, qui va être beaucoup plus restreinte, je dirais, plus parce que les résidences se passent sur 1 mois ou 2, tout dépend des lieux de résidence, notamment à l'Aramie, je crois que c'était 1 mois par artiste. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a beaucoup d'artistes en Guadeloupe qui, par le biais des résidences, aimeraient pouvoir évoluer, en tout cas dans leur pratique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, cette initiative vient, j'allais dire, à point nommé, quelque part, pour les jeunes artistes qui ont besoin d'un incubateur? Parce que je pense que c'est un peu l'idée de l'incubateur. Elle vient d'autant plus à point nommé qu'elle est extrêmement... Enfin, le lieu choisi est bien sûr extrêmement bien placé. Vraiment à proximité du centre historique de Pointe-à-Pitre, à proximité bien sûr du Mémorial Acte, un lieu de passage où on reçoit beaucoup de touristes, puisque c'est à côté donc du terminal de croisière. Il y a aussi, alors bien sûr, bientôt le futur projet de la Renaissance, projet qui va sortir de terre et qui devrait justement permettre d'être mis un peu en dialogue avec ce type de lieu où le monstration de l'art, de création, il pourrait y avoir de vrais partenariats, de vrais va-et-vient, de vrais dialogues entre les lieux qui diffusent l'art. Et on peut très bien imaginer qu'on puisse venir au Green Hostel, découvrir une exposition, ensuite aller au cinéma pour voir un film d'art et d'essai, etc., etc. Donc tout ça est de nature à créer une sorte de bouillonnement artistique et culturel qui sera propice au développement de la pratique artistique en Guadeloupe et propice à une économie aussi de l'art, au développement d'une économie de l'art, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'artiste a la vocation aussi à pouvoir vivre de son art. À un moment donné, pas tous les artistes, mais un certain nombre d'entre eux, ils aspirent à cela. Tout à fait, parce que être artiste,
plasticien, danseur, chorégraphe, musicien, peu importe. C'est un vrai métier, un vrai travail qui demande de l'investissement, de matières premières, ne serait-ce que ça, du temps et une vraie expertise. Bien souvent, on a l'impression que c'est facile, parce que tout ce qui est beau a l'air facile. Or, ça demande un vrai travail. Alors, est-ce que vous vous définissez déjà, Ella et Mixi, comme des artistes? Je connais certains artistes qui ne se définissent pas comme des artistes. Alors, c'était la grande question quand on est arrivé justement au Green Hostel. On nous l'a d'ailleurs posée. Et pour le coup, moi, je dirais que je ne l'étais pas avant d'arriver au Green. Et qu'aujourd'hui, je commence vraiment à me sentir artiste. Et je comprends pourquoi il a la légitimité de me sentir artiste. Ouais. C'est en présence de tous les autres autour de moi que je me sens de plus en plus légitime. Et du coup, justement, je trouve ça intéressant d'être entourée d'autres artistes pour cette raison-là. Surtout pour des personnes comme moi qui n'avaient jamais exposé, qui n'étaient jamais... qui ne s'étaient jamais... j'ai perdu mes mots. C'était jamais montré. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Présenter. C'est ça, présenter, voilà. Parce que pour le coup, pour moi, c'est vraiment la sortie du placard, quoi. Je sors de l'ombre, je sors de ma petite cachette et voilà. Donc avant justement d'arriver au Green Hostel, qu'est-ce que vous faisiez? Avant, je créais, mais dans mon coin. Voilà. Et du coup, j'ai eu des petits boulots à droite à gauche, mais je m'étais jamais définie en tant qu'artiste et du coup, j'en avais jamais pris conscience que ça aurait pu être mon métier et prendre tout mon temps. Et du coup, là, c'est vraiment ce vers quoi je veux aller. Donc voilà. Et Mixi? Moi, depuis que je suis née, je me suis toujours considérée comme une artiste, personnellement. Parce que c'est ce qu'on m'a toujours renvoyé, en fait, que ce soit la famille, les amis, enfin, mon entourage. Après, moi, j'ai essayé d'en vivre, en passant par le graphisme, la pub, etc. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné, mais... Je suis revenue, après 10 ans en métropole, je suis revenue en Guadeloupe pour essayer à nouveau d'en vivre. Et grâce à cette résidence, j'espère que ça va pouvoir me lancer un peu, j'espère. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut voir des œuvres? Parce qu'on a vu des œuvres de Mixi. Non, Della. Donc là, c'est Mixi. Oui, j'ai vu des œuvres de Mixi. On a vu Della, on n'a pas vu les œuvres de Mixi. Ah oui, pardon, oui. Donc, est-ce qu'on peut faire un gros plan? Celle-là est déjà vendue, c'est la mienne. Et celle-ci est déjà réservée. Ah bon? Monsieur, on doit reculer. Ok. Je peins essentiellement, enfin, je dessine essentiellement des femmes avec des énormes derrières et souvent dévêtues. On va en voir une autre. Ah oui, celle-là, je l'ai vue sur Instagram. J'aime beaucoup. La revisite des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Exactement, c'est ça. Du coup, celle-ci, c'est la mienne. Que l'on appelle donc dans la résidence le sexy Picasso. C'est ça. Ouais, elles sont c'est magnifique. Notez qu'il n'y avait pas de groupe là, hein, genre le mot de démonstration de certains tableaux. C'est dommage. En tout cas, c'est très bien. Alors, quel est le programme donc, à l'issue de cette résidence ou pendant cette résidence? Est-ce qu'il y a des restitutions? Comment ça va se passer? Alors, 9 semaines de création et effectivement, on voulait un petit peu garder tout ça secret pour les 2 dernières semaines d'exposition. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, l'idée même de faire une résidence artistique m'était venue en tombant une fois comme ça sur une résidence artistique. Et je leur ai raconté d'ailleurs l'histoire le premier jour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'art est intéressant, le produit fini, mais c'est aussi très important quelque part de voir les artistes travailler. Parce qu'effectivement, sinon, on est un peu naïf de croire que elle est là et puis elle a une idée, et boum, sur une toile et maintenant je peux l'acheter. Il y a de longues semaines, de mois ou d'années de travail. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir au public une fois par semaine, même pendant la phase de création. Donc, la première fois demain pour l'inauguration. Et ensuite, ce sera toujours annoncé sur nos réseaux sociaux. Un jour par semaine pendant les 8 prochaines semaines où le public pourra venir être
la mouche sur le mur qui regarde, on fait comme ça. Et après, non, on peut se rapprocher des artistes et parler s'ils le souhaitent. Ça, c'est le seul mot d'ordre un peu que je mets dessus. Ce n'est pas parce qu'on ouvre les portes à la résidence que les artistes sont obligés d'ouvrir, eux, la porte dans leur univers pendant qu'ils travaillent. C'est pas des portes ouvertes où les artistes font découvrir, voilà. C'est observer, en tout cas. Après, certains artistes préciseront ce jour-là s'ils en ont envie, parce que c'est, au-delà d'être artiste, c'est être humain. On n'a pas tous les jours envie de parler de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est la seule chose. Mais sinon, au bout de... Donc, ils ont 9 semaines de création et du 8 au 23 septembre, ils auront donc 2 semaines d'exposition où là, tous les jours, ils seront ravis de présenter leurs œuvres et de les vendre. Et à savoir aussi qu'il était très important pour Xavier, donc lui, son mécénat dans l'art, c'est de ne prendre aucune commission sur l'art qui est vendu au Green Hostel. Et donc, ils pourront profiter, on les aide d'ailleurs quelque part à vendre. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi aussi résidence artistique? Combien coûte cette toile? N'est-ce pas? Y a-t-il un barème aux Antilles pour les œuvres? Parce qu'effectivement, il y a un système de points, etc. Mais on sait très bien que... Voilà. Mais on sait que l'art n'a pas sa place encore en Guadeloupe comme ça peut l'être ailleurs à l'international. Et donc, il est très rare ici qu'un artiste vende une œuvre à 15, 20, 30 000 euros. Il y en a. J'ai dit rare, j'ai pas dit impossible. Mais justement, là, dans la résidence, il y a... Tous les artistes qui sont dans la résidence pourraient mettre leurs œuvres à ces prix-là en réalité. Et donc, du coup, petit à petit, on espère qu'ils apprendront à non seulement mettre un prix, mais à se rendre compte qu'il vaut ce prix. Ne vous dévalorisez pas, chers artistes. N'ayez crainte aussi de vous appeler artiste et artiste professionnel, parce que oui, c'est un métier et oui, on peut en vivre et on devrait d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui, on devrait, tout à fait. C'est aussi une invitation au public, justement, demain déjà, mais à chaque fois qu'il y a une exposition, c'est aussi une invitation au public, au pluriel, que ce soit les aficionados de l'art, mais les amateurs, les professionnels de l'art, mais aussi ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux. Donc l'art, c'est pour tout le monde. C'est justement ce qui est beau, c'est que voilà, une exposition, c'est ouvert à tout le monde. C'est un lieu de passage, de promenade, où on peut promener son regard. Et donc, voilà, quelle que soit votre culture, ou voilà, même si vous n'avez pas cette culture d'exposition, il faut venir. Il faut venir découvrir les artistes et voir que c'est un vrai métier et qu'effectivement, on peut aussi investir dans l'art. Oui. Il y a différentes productions accessibles à toutes les bourses, a priori. Donc voilà, c'est aussi une culture que de collectionner l'art. C'est pourquoi la notion de formation des publics est importante aussi. Oui. On parle d'aide à la création, d'aide à la diffusion, mais aussi former les publics, c'est-à-dire non pas dire ça c'est beau, ça c'est laid, mais sensibiliser le public, lui apprendre un peu le vocabulaire, la grammaire de l'art et lui apprendre à regarder, voilà, former son regard. Tout un travail de médiation qu'il faut développer et qui lui devrait permettre qu'au fur et à mesure justement nous permettre de former des publics, de sensibiliser les publics, un public le plus large possible à l'art contemporain. Et que les gens ne se disent pas, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour des choses, les gens qui ont déjà une pratique, on a l'habitude d'aller aller dans les musées du monde ou en France, etc. Donc ça c'est important aussi, c'est un travail important à faire et les pouvoirs publics doivent aussi aider à ce travail-là. Tout à fait, je pense que c'est la même chose même pour les musées, etc. En Guadeloupe, on a l'impression que c'est fait pour les autres, mais c'est fait d'abord pour la population guadeloupéenne, ça m'a dit. J'allais dire, je vois que M. Prénan a le programme de la résidence. Parce que c'est également... donc, les artistes ont quelques ateliers, workshops où ils peuvent donc du coup apprendre plusieurs choses, accéder à... On a fait d'ailleurs une visite d'une exposition hier, donc on va faire plusieurs choses dans ce sens. Mais c'est aussi effectivement l'opportunité pour le public d'apprendre qu'est-ce qu'est l'art,
comment investir effectivement dans l'art. Et donc la première semaine de septembre, on communiquera dessus. Il y aura plusieurs intervenants où ce sera ouvert au public, effectivement, pour l'éduquer dans ce sens. Parce qu'on se demande pourquoi on ne soutient pas nos artistes, mais parfois parce qu'on ne sait pas comment, tout simplement. Parce que je ne suis pas obligée de t'acheter ton œuvre à temps. Je peux t'acheter du matériel si je souhaite te soutenir. Je peux te donner des choses aussi. Il y a plein de matériel qui traîne chez les uns les autres, qu'on ne se rend même pas compte que nous, on peut créer avec tout cela. Et donc voilà, mais c'est pour ça que je voulais rebondir dessus. C'est prévu, Merci. C'est prévu également. Bon, écoutez, je m'en réjouis. Voilà, donc demain, à partir de 16h, donc rendez-vous au Green Hostel, 16h, 22h, pour découvrir justement cette résidence d'artistes, donc Et le live lieu. music, DJ. Comment ? Et le lieu. Et le lieu, évidemment. Et puis, on attend avec impatience, Monsieur Brédan, le programme du Centre des Arts, parce que je pense que nous sommes tous restés, en haleine depuis toutes ces semaines d'occupation et qu'on aimerait savoir ce qui va devenir de ce Centre des Arts qui nous est si cher. Donc voilà, c'est la fin du Focus. On remercie nos invités, Monsieur Georges Brédan, Samadi Garrison et la Emixi. Et on se retrouve lundi pour la tranche info. Bonne soirée.